Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir. Mais tout de suite, nous allons recevoir un ingénieur des systèmes d'information de formation. Il a occupé des postes de responsabilité à l'APIX ainsi qu'au bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent. Il est actuellement le coordonnateur du parc des technologies numériques du Sénégal dont il vient nous parler ce soir. Nous recevons M. Bassirou Abdoulba. Nous allons commencer par vous, M. Ba. Vous êtes le coordonnateur, comme on l'a dit tout à l'heure, du parc des technologies numériques du Sénégal, qui se situe à Diamniadio. Lorsqu'on entend parler de ce parc, on pense tout de suite à des structures comme la Silicon Valley. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont vos ambitions à moyen et à long terme? Alors, merci beaucoup déjà, M. Ndiaye, pour cette invitation, ainsi qu'à votre équipe. Merci de nous recevoir et de nous donner l'occasion en fait d'en parler. Je salue également M. Touré. Donc, par rapport à ce parc-là, je pense que vous avez demandé quelles sont les ambitions. On va revenir un tout petit peu, si vous le permettez, sur le contexte en fait qui a amené justement l'édification de ce projet-là. Quand on avait fait le diagnostic au niveau du pays en 2013-2014, pour rappel, il y avait eu un diagnostic très poussé qui avait été fait sur le secteur sur l'écosystème de manière générale du numérique. Et donc à ce moment-là, le secteur privé local avait exprimé un certain nombre de besoins face au pouvoir public. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils ont dit qu'il nous fallait un certain nombre de fonctions adressées de la part de l'État pour que leur développement se fasse de manière plus soutenue et plus harmonieuse. Et c'est ça qui a conduit en fait dans l'édification des projets phares du plan Sénégal émergent. Dans la traduction, le chef de l'État a décidé de mettre en place un parc des technologies numériques pour polariser en fait l'ensemble de ces besoins-là et permettre à ce secteur économique local de se développer en partenariat avec le secteur international, évidemment, qu'on attire pour qu'on co-crée en fait de la valeur. Donc ça, c'est pour rappeler un peu le contexte. À ce moment-là, ça permet aussi de répondre à la question en disant qu'est-ce qu'on vise à travers la mise en place de ce projet. Le parc des technologies numériques du Sénégal, qui est édifié dans la nouvelle ville de Diamniadio, dans le pôle urbain de Diamniadio, sur un périmètre de 25 hectares, vise à créer beaucoup d'emplois, parce que c'est l'un des premiers objectifs, l'une des premières ambitions, c'est d'augmenter ce que le pays produit comme valeur ajoutée pour les jeunes diplômés du secteur de la tech d'abord, mais également par effet transversal, puisqu'on sait maintenant que le digital adresse tous les secteurs, tous les usages de manière générale. Et donc, par effet indirect, ça nous permettrait, nous, au Sénégal, de créer beaucoup d'emplois. Donc, on voit déjà des applications dans le secteur, par exemple, du primaire. On voit de l'année dernière, par exemple, j'aime rappeler cet exemple, parce que quand on parle d'économie numérique, on pense plutôt aux télécoms, aux usages, aux applications que nous utilisons au quotidien, mais les applications du digital vont bien au-delà, évidemment. Donc, l'un des derniers grands prix du chef de l'État en termes d'innovation avait primé un jeune talent sénégalais qui avait des solutions dans le secteur de l'agriculture, en appliquant de l'intelligence artificielle, par exemple. Donc ça permet d'aider nos producteurs et tout l'agrobusiness, en fait, pour qu'il y ait un meilleur rendu et qu'on exploite de manière plus optimale les terres que nous avons, l'eau et tous les intrants qui rentrent dans la chaîne de valeur de la production agricole. Donc c'est un exemple qui permet de parler un peu plus à l'économie du pays que de parler peut-être d'IA, parce qu'on parle beaucoup d'IA, de ChatGPT, comme vous le savez, mais ce sont des choses qui peut-être nous paraissent lointaines, mais qu'on utilise, parce que c'est à partir de la production des données d'usage que nous faisons qu'on est capable de construire en fait des modèles. Je parle de tout ça parce que ça permet de répondre à la question en termes d'ambition, parce que le parc des technologies numériques, dans la volonté du chef de l'État, en fait, c'est de permettre de moderniser notre économie, tous les secteurs prioritaires de l'économie, et donc de permettre de créer des technologies et d'innover. Quand on dit cela, ça veut dire que ça permet de créer des emplois. On est capable d'installer des entreprises au sein de ce parc IT qui permettront aux jeunes diplômés, comme je l'ai déjà dit, d'avoir des emplois dans le secteur dans le dev, dans la cybersécurité. Il y a vraiment beaucoup de métiers dans l'économie numérique et ça permettra aussi aux jeunes entrepreneurs, les start-upers par exemple, de créer des produits qui pourront être exportés. On pourrait très bien ne pas être seulement dans une position à partir de ce parc IT,
d'être un pays qui juste en fait consomme de la technologie, mais on sera également un pays qui exportera de la technologie. Donc voilà quelques-unes des ambitions de ce parc IT que nous avons commencé à construire en 2020, puisque le lancement officiel des travaux s'est effectué le 30 décembre 2019, pour rappel. On a eu, malheureusement, durant l'exécution, on a été rattrapé par des événements internationaux, comme par exemple la pandémie, qui a beaucoup impacté effectivement les projets qui avaient besoin d'importer pas mal d'intrants. On sait que beaucoup de choses rentrent en fait en termes de construction viennent de l'étranger, de l'acier par exemple, ou d'autres types de l'aluminium et ainsi de suite. Même les prix locaux sur le ciment ou autres ont été impactés. Je pense qu'à l'échelle individuelle, même ceux qui construisent leur maison l'ont ressenti. Donc c'est une inflation mondiale, ça impacte les projets aussi importants que le parc des technologies numériques. Donc c'est ce qui a un peu touché voilà, le temps d'exécution, mais nous sommes sur la dernière ligne droite. Et donc l'ambition, c'est de réceptionner ce parc-là vers la fin de l'année et de passer à la phase d'exploitation, puisque c'est là qu'on ira vers les impacts que j'ai décrits. Absolument. Vous avez parlé un peu de l'écosystème numérique. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une concentration de tout ce qui se fait un peu dans cet écosystème? Je pense à la supercalculatrice que vous avez eu à acquérir, également du data center, je pense qu'il se trouve un peu dans la même zone. Est-ce qu'il y aura un peu une concentration de toutes ces activités? Et d'autre part, vous avez également parlé des startups. Comment concrètement les gens feront pour pouvoir être dans le parc? Est-ce que ce sera peut-être une sorte de grand incubateur pour toutes ces sociétés qui pourront venir, comme ça se passe un peu dans les zones industrielles, les zones franches? Est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer concrètement? Comment ils pourront faire en fait? Merci beaucoup, M. Dia. Vous avez parfaitement raison de poser ces questions qui occupent en fait l'ensemble des sollicitations que nous avons, parce que le parc, ce qu'on fait actuellement, c'est que nous organisons beaucoup de visites. Toutes les cibles, en fait, les segments bénéficiaires, futurs bénéficiaires de ce parc, ont eu à visiter le parc. Donc, et là, j'en profite aussi pour remercier mon ministre de tutelle, donc le ministre en charge de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique, qui est tutelle donc du projet, appuie beaucoup le projet, est en train de pousser d'ailleurs pour qu'on trouve les solutions finales qui permettront de passer à cette étape-là. Mais au niveau effectivement de l'éligibilité et des critères d'accès sur le parc, on définira évidemment, on a déjà des idées, mais ce qu'on vise, c'est de créer un mix. Vous avez parfaitement raison de parler de polariser. Parce que dans un parc IT, si vous me permettez, je vais décrire ce que nous avons. Ça permettra de répondre à la question. Dans le parc IT du Sénégal actuellement à Diamniadio, nous avons des bureaux prêts à l'emploi. Donc ça permet d'installer des PME digitales locales qui sont dans le secteur du digital, mais également d'installer des structures internationales auxquelles on assigne le rôle de créer de l'emploi local sur les secteurs de la tech pour nos ingénieurs, nous former sur les métiers techniciens supérieurs, par exemple en support IT, et ainsi de suite. Ça, c'est une vocation. À côté de ça, on a également un centre d'innovation, par exemple, qui est dédié aux startups. Donc ça, c'est un ouvrage spécifiquement dédié aux startups. On a un centre de recherche et de développement, donc on peut booster tout ce qui est esprit de R&D, parce qu'il faut qu'on passe de la R&D entre guillemets théorique à la R&D appliquée sur des problématiques de notre pays. Donc ce centre de R&D sera dédié à cette vocation-là. On a également un centre d'industrie, un centre dédié aux ICC, aux industries culturelles et créatives. C'est très important et ça permettra d'adresser beaucoup de besoins et de créer beaucoup d'emplois. Parce que c'est un gisement de métiers. Comme vous le savez mieux que nous, on est dans le temple même de tout ce qui est production audiovisuelle et contenu. Donc voilà un peu quelques-uns des centres. Je n'ai pas tout décrit. On a aussi un appart-hôtel, parce qu'il faut qu'on ait la capacité sur les 12 hectares que nous avons actuellement, sur lesquels nous avons du bâti. Il faut qu'on ait en fait la capacité d'offrir de la résidence pour ceux qui viennent ponctuellement pour des besoins. On a également un centre de gestion, évidemment, de ce parc. On parle de 25 hectares, il faut monitorer ça et maintenir ça en termes d'exploitation. Donc, par rapport à ce que vous avez posé comme question, comment on fait? Il faut qu'on polarise, qu'on fasse rencontrer dans cet espace-là, dans ce hub, qu'on fasse rencontrer des grosses structures multinationales,
des PME digitales qui ont déjà un marché et qui visent à croître, il faut aussi qu'on ait la capacité pour nos startups de les faire grandir. On a déjà des centres qui existent à Dakar. On a notamment l'ADER qui fait un travail dans ce sens. Il y a également, dans le cadre législatif et réglementaire qui a été mis en place pour booster toujours cet écosystème, le Sénégal a mis en place la Startup Act. Donc ça permet de réserver à nos jeunes pousses un environnement favorable pour qu'ils se déploient et que les entrepreneurs puissent entreprendre avec un certain nombre d'incitatifs que l'État leur permet. Donc ça permet de cadrer l'environnement. Donc ces startups-là, quand ils sont incubés, par exemple, dans des espaces comme le CETIC Dakar et autres, espaces privés qui existent, le PTN permettra de les accélérer. Donc ça permettra au Sénégal de dire mon offre pour les startups, elle est cohérente de bout en bout. Donc ça répond à cette question-là. Donc l'ensemble de ces cibles qui ont différentes tailles le PTN les permettra d'avoir la possibilité de se rencontrer sur le site. Et ça crée, ce networking-là permet de créer du business, dépendamment des objectifs de chaque structure. Donc voilà une question pour répondre la réponse que nous donnons. Maintenant, en termes d'accès, évidemment, malheureusement, tout le monde ne pourra pas accéder au parc. Mais chaque cible aura un certain nombre, évidemment, de structures qui y sera représentée. Après, il y a des tarifs qu'on va mettre en place, incitatifs pour ceux qui ne le peuvent pas, comme les startups. On sait qu'il faut toujours qu'il y ait une offre ciblée et différenciée pour eux. Mais à côté, les PME, par exemple, il faut que l'État leur dise, par exemple, moi, je vous assigne un certain nombre d'emplois à créer dans des secteurs qui m'intéressent, qui sont les secteurs prioritaires comme l'agriculture, la santé, la compétitivité industrielle. Mais à côté de ça, je vous permets de vous installer en vous disant, par exemple, voilà les incitatifs que je vous mets en place. Et je vous ai organisé un cadre qui vous permet de vous développer. Donc voilà un peu pour répondre à la question de l'accès à ce parc IT, qui est un parc IT sénégalais, mais qui travaillera en bonne intelligence avec les grosses structures qui donnent un peu les tendances sur la technologie. Absolument. Laura. Bonsoir Monsieur Ba. Bonsoir. C'est très intéressant d'avoir l'occasion de parler un peu d'économie numérique sur ce plateau. C'est vrai que, comme vous l'avez un petit peu expliqué, l'économie numérique, ça touche à beaucoup de secteurs. Et effectivement, c'est important de pouvoir lancer des grands projets dans cette industrie-là. Et surtout, comme j'ai pu le voir peut-être dans votre présentation, de pouvoir améliorer aussi les conditions de vie des populations grâce à la technologie, parce que la technologie est omniprésente et il faut qu'on puisse en faire quelque chose justement qui puisse permettre en fait d'évoluer. Donc c'est très important, je pense, même ne serait-ce que d'avoir la discussion et de connaître un petit peu plus le projet. J'ai vu que l'objectif était aussi justement de créer 100 000 emplois. Donc c'est pas rien, et que le projet a été financé par la Banque africaine de développement et avec Sénégal numérique. Donc l'idée de vouloir en fait permettre au Sénégal de rester un leader innovant dans cette thématique-là, c'est un peu la partie qui m'intéresse dans un premier temps. Mais aussi lorsqu'on parle de numérique, on parle aussi quand même d'une industrie qui peut quand même pas mal être polluante. Et j'ai vu aussi dans le projet que voilà, l'idée c'était de respecter les normes de développement durable et de préserver l'environnement et autres. En dehors de cela et de l'utilisation par exemple de l'énergie solaire, quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour permettre justement, ne serait-ce que, je sais que par exemple un serveur ça pollue beaucoup. Quelles sont les mesures en fait en détail que vous comptez mettre en place justement dans ce projet d'envergure là, 25 hectares aussi, pour pouvoir permettre en fait d'équilibrer un petit peu et que justement l'impact ne soit pas trop néfaste sur l'environnement. Merci beaucoup Laura. Je pense que c'est très important de prendre la durabilité en question et le devenir en fait de l'ensemble de ces équipements. C'est vrai que dans le data center, nous avons des serveurs. On a un data center au sein de ce parc IT, notamment qui adressera la question de la souveraineté numérique. Ça me permet d'adresser une question de M. Ndiaye qui vient de revenir à mon esprit. On avait parlé effectivement de CENUM. Il y a le data center public qui n'est pas loin. Il y a le supercalculateur au niveau de la Cité du Savoir, donc géré par le ministère en charge de l'enseignement supérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet, effectivement, en termes de gouvernance, implique l'ensemble de ces acteurs-là. Donc le comité de pilotage du projet, puisque nous sommes chargés de la partie opérationnelle, exécution, le comité de pilotage
loge, entre guillemets, l'ensemble des acteurs du système, à commencer par le secteur privé. Le secteur privé est représenté dans le comité de pilotage et suit donc le projet, et donc anticipe ce que le projet va leur apporter, puisqu'ils ont été au départ, en fait, dans l'expression des besoins, comme je l'ai dit lors du diagnostic, ils ont dit ce qu'ils voulaient. Il y a également des acteurs comme le ministère de l'Enseignement supérieur et CNUM. Donc on travaille en bonne intelligence. La question du traitement maintenant des déchets électroniques, puisque en filigrane c'est ça le sujet, nous allons travailler avec CNUM, qui a en fait un département dédié à la gestion de ces déchets électroniques. Donc ça permettra d'avoir au lieu de recréer la roue, ça nous permettra, nous, de développer l'activité du secteur privé, mais de travailler en bonne intelligence avec nos collègues en fait, de CNUM pour qu'ils puissent avoir un cycle de traitement de l'ensemble de ces équipements informatiques, effectivement, qui seront dans le parc. Ça, c'est le premier point. Maintenant, au niveau du design du parc, on a beaucoup d'arbres. Hein. C'est un parc qui est très vert. C'est un parc numérique, mais beaucoup de gens sont très surpris quand ils visitent parce qu'ils voient des milliers d'arbres qui sont plantés. Déjà. Avec un aménagement boisé. Exactement, c'est un aménagement très boisé qui permettra en fait de créer un cadre agréable de travail. Parce qu'après, à un moment donné, il faut quand même aussi créer des conditions de respiration ou autre pour ceux qui sont en train de travailler dans des environnements avec une forte intensité de production intellectuelle et autres. Donc ça répond, je pense, un peu au cadre agréable. Et à part le solaire que vous avez mentionné, nous avons aussi l'eau qui circule en circuit fermé. Ça permet, l'eau en fait est réutilisée à travers une station de traitement pour, par exemple, l'arrosage de l'ensemble de ce parc boisé dont j'ai parlé. Donc en termes de conception, voilà ce que nous faisons pour nous inscrire dans la durabilité. Et c'est un terme très actuel d'ailleurs, on parle de green actuellement. Il y a un sommet qui s'est tenu il y a 2 jours sur ces points-là, où le chef de l'État a participé. On parle de comment préserver en tout cas la durabilité de nos activités économiques à travers nos pratiques. Donc le parc s'inscrit dans ce cadre-là. Merci. Vous parliez tout à l'heure aussi de co-créer de la valeur et de mettre en réseau différentes structures qui tournent tout autour du numérique et de pouvoir justement leur permettre de se lier pour justement créer des synergies et peut-être donner lieu à de nouveaux projets aussi. Vous parliez aussi d'attirer l'international sur ce type de projet. Quels seraient les partenaires potentiels les plus pertinents pour le Sénégal dans ce cadre? Alors, nous... L'avantage que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup d'expressions de manifestations d'intérêt de la part de beaucoup de structures qui nous viennent de l'Europe, de l'Asie, même de l'Amérique du Nord, d'un peu partout. Donc, on est très ouvert. Évidemment, le Sénégal a une tradition très ouverte de partenariat. Et dans ce parc-là, nous n'avons pas forcément évidemment de préférence. Ce qui nous importe, c'est la création des impacts attendus. C'est-à-dire de dire quels sont les secteurs prioritaires que nous adressons, avec quelles solutions et avec quelles réponses par rapport à l'emploi des jeunes. Et le fait que ça nous permette aussi d'augmenter nos promos dans les écoles, par exemple, d'ingénieurs, parce qu'on a des promos qui actuellement ne sont pas forcément très, très grandes. Et donc, dans les réformes des curricula, il faut qu'on augmente ce que nous sortons comme diplômés dans les secteurs d'ingénierie, notamment, et que nous permettions aussi à nos diplômés des sciences humaines, par exemple, de pouvoir être reformés sur des formations très courtes afin qu'ils puissent bénéficier de ces métiers, de la tech. Maintenant, quelqu'un qui a fait de la sociologie, par exemple, avec un masterclass en marketing digital, peut très bien travailler dans des secteurs, par exemple, qui sont dans des secteurs actuellement qui emploient. Donc voilà un peu les aspects sur lesquels nous sommes très regardants par rapport aux partenariats qui vont venir au niveau de ce parc Haïti. Merci. Thierno. Bonsoir Bassirou. Bonsoir Thierno. Très heureux de te revoir et félicitations pour le travail que tu es en train d'accomplir avec ce projet-là. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque assez complexe qui promeut la diplomatie digitale. Oui. Et je pense que ce genre d'outils, ça va être très intéressant parce que ça permet à notre pays d'être sur la carte, non seulement, mais aussi de compter en termes de propositions digitales. On est aussi un continent très jeune et donc la jeunesse est une cible, je pense, que de la dynamique numérique et de tout ce qui se passe. On est un pays, on est un continent, on est un pays aussi qui est spécial
dans tout ce qui se passe au Sénégal. On voit qu'il y a beaucoup de génie créatif et qu'aujourd'hui, moi je disais que durant le coronavirus, on a vu nos jeunes développer en termes de créativité des choses extraordinaires pour apporter des réponses qu'il ne fallait peut-être... D'habitude, on allait prendre ces réponses ailleurs. Et aujourd'hui, je pense que ce genre de projet peut booster tout cela, peut accompagner ces initiatives-là et les matérialiser. Donc pour ça, je pense que c'est une très bonne chose. Et nous en avons aussi besoin parce qu'on ne peut pas être en marge de ce qui se passe dans le monde. Il faut qu'on participe. Et l'autre impact aussi, c'est l'impact économique. Je pense qu'aujourd'hui, ça permet à beaucoup de jeunes, surtout aux start-up, ça a été quelque chose en vogue. Maintenant, on commence à comprendre, mais je pense que ça permet de créer de la valeur ajoutée. Alors moi, ma première question, c'est un peu par rapport à l'économie des données. Je pense qu'aujourd'hui, ce genre de projet qui est matérialisé va charrier la gestion de millions, de milliers de données. Comment concrètement ça va se faire en termes de gestion de ces données-là? Parce que aussi, on parle de souveraineté. C'est vrai qu'aujourd'hui, le pétrole est très important, voire crucial dans le monde, mais les données aussi le sont. Comment concrètement ça va se faire pour gérer ces données-là au sein de ce projet? Merci beaucoup, Tchernon. J'ai le plaisir de te retrouver après des années. Mais je pense que tu comprends très bien ces problématiques-là parce que même les discussions que nous avions portées sur justement ces solutions-là par rapport à la jeunesse et les attentes que nous avions. Je pense que, bon, sur la partie diplomatie digitale, vous avez parfaitement raison. Je pense qu'on va jouer un rôle un peu plus agressif parce que de toute façon, dans la promotion de ce parc-là, vu ce que nous attendons comme création de valeur et aussi d'emploi, les impacts attendus, nous allons devoir évidemment faire la promotion et le marketing. Donc il faudra une diplomatie digitale intelligente qui colle à ces ambitions-là. Par rapport à la gestion des données, je pense que tout le monde maintenant s'accorde à dire que c'est extrêmement important de maîtriser les données d'usage dans nos espaces, de manière générale. Donc là, dernièrement, d'ailleurs, on commence à dire que nous avons beaucoup de data centers. On commence à avoir beaucoup de data centers au Sénégal. Il y a un débat, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'il faut rationaliser? Centraliser surtout. Centraliser, mettre de la cohérence, forcément. Mais dans tous les cas, ça c'est mon avis, hein. Ça n'engage que moi, mais je pense que c'est une bonne chose parce que rien qu'à voir les tendances technologiques actuelles, il faut qu'on ait en fait la capacité de créer des modèles économiques à partir des données. Et comment on le fait si ces données-là ne sont pas chez nous et ne sont pas maîtrisées. Exactement. Donc, en plus, l'impact de ça, c'est que non seulement on va maîtriser nos données, on va pouvoir mieux motiver les décisions politiques et publiques à partir des données. Le decision making sera beaucoup plus cohérent, plus ciblé. Et à côté de ça, ce que nous visons, c'est qu'on va créer de nouveaux métiers. Parce qu'il y a des nouveaux métiers qui vont être créés à partir de ces nouveaux modèles économiques, basés sur les données que nous maîtrisons et qui sont là. En plus de ça, je pense que l'intérêt d'avoir des data centers n'est pas forcément débattu. C'est vraiment la cohérence et la maîtrise de la gestion de ces data centers du point de vue, par exemple, énergétique. Et également, ce qu'on va faire comme création d'économie à partir de ça, c'est ça le débat. Quand on regarde actuellement les entreprises les plus puissantes au monde, ils sont tous sur des modèles économiques basés sur les données. Oui, exactement. Que ce soit Alphabet, Google et autres. Les GAFAM et autres. Voilà, les GAFAM et autres, comme on les cite. On est vraiment sur ça. Et quand on regarde, en fait, l'intelligence artificielle, c'est un thème très actuel, très en vogue. Mais, in fine, ce n'est rien d'autre que de l'algorithmique appliqué à des données. Le traitement des données. Voilà, traitement des données, algorithmique mis en place pour sortir des solutions dans la vie réelle. Et donc, moi, je pense que de ce point de vue, nous, en tout cas au Sénégal, et ça, la volonté du chef d'État a été très claire dessus, nous sommes vraiment dans ça. Aussi bien le privé commence à avoir des projets data center que l'État pour une meilleure qualité de service sur le service public, la modernisation notamment des démarches et autres, mettre en place en fait une dématérialisation. Alors, dernière question, c'est par rapport un peu à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la recherche et développement. Ça m'intéresse particulièrement. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où
il faut décloisonner la frontière entre la recherche, l'intelligentsia et les decision-making. Est-ce qu'aujourd'hui, ce centre-là va se poser pour étudier, faire des études, des recherches, ou en tout cas proposer des solutions concrètes qui seront appliquées dans la création d'emplois, dans le secteur de l'agriculture, le secteur de l'énergie, en tout cas ces secteurs névralgiques qui portent une économie parce qu'on en a réellement besoin? Alors, la réponse sera très courte, Tierno, c'est exactement ça. En tout cas, le but de ce centre voilà, ce centre de recherche et développement n'est évidemment pas de se substituer au centre, au labo universitaire. Ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt, nous, en fait, ce qu'on est en train de dire dans l'ensemble des échanges que nous avons avec le monde universitaire notamment et les jeunes créateurs, c'est de dire, on va prendre par exemple des use cases. Okay. On va prendre des cas pratiques, des problématiques auxquelles on est confronté de manière très simple et mettre en place des programmes de dire, c'est comme des sprints et des challenges pour dire, on a tel problème. C'est un peu des hackathons, mais fait dans une autre dimension. À la fin, on veut des résultats, on veut des produits. On veut des produits applicables localement. Et qui sont testés. On veut des pilotes, on veut des exemples, par exemple, on fait un pilote sur telle problématique sur lesquelles il y a des jeunes et des créateurs qui ont réfléchi. Et voilà ce que nous allons tester. Et donc, si ça marche, on généralise. Donc, c'est une approche graduelle et de recherche vraiment appliquée avec des solutions. Super. Absolument. Monsieur Touré, je pense que peut-être vous avez un mot à dire par rapport au parc des technologies. Bon, écoutez, je vous remercie. Je pense que ce que M. Baye dit est très intéressant. Moi, je pense que pour la révolution numérique, ce qu'il faut retenir peut-être, c'est que la révolution industrielle, on ne l'a pas encore rattrapée. Mais la révolution numérique est plus démocratique. Absolument. Voilà, ça dit que bon, c'est une question de créativité. Et pour cela, je pense que nos jeunes en particulier sont sur les mêmes tendances que tous les jeunes du monde. Voilà. Et je pense que et aussi ça permet aussi de booster tous les autres secteurs. Et je pense que sur ce plan-là, je pense qu'on est vraiment au Sénégal à niveau. On a les experts qu'il faut. Voilà. Et donc, on n'a rien à envier aux autres. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, vous nous disiez, M. Ba, que vous pensez que le parc sera prêt d'ici la fin de l'année, c'est ça? C'est l'ambition. Bon, là, il y a des préalables. Il y a, par exemple, des surcoûts qui nous avaient rattrapés lors de Covid qui sont en train d'être adressés actuellement. Absolument. Et ça nous permettrait de passer ce cap-là. Et ça coûte combien, si ça peut être dit, le chiffre? On est sur une fourchette de 10 milliards à peu près, de 8 à 10 milliards. Tout le projet entier? Non, le coût global du projet, en fait, c'est vrai que j'aurais dû mentionner. La BAD nous a accompagné, d'accompagner l'État du Sénégal sur un financement de 40 milliards. Ça, c'était il y a 6-7 ans derrière, quand on a commencé l'exécution. Et l'État mettait 10 milliards en contrepartie. Donc, du coup, là, les coûts d'exécution ont augmenté. Il y a nettement au moins 20 ou 30% de plus en termes de coûts d'exécution. Il y a certains matériaux même qui avaient eu des inflations à 50% durant Covid en termes d'impact. Donc, c'est un peu ça, la complexité d'exécution de certains projets qui sont très structurants et très coûteux.